Bonjour à tous, merci d'assister à cette conférence consacrée à la logistique de projets industriels en Afrique. Alors, on va essayer d'étudier et d'analyser les bonnes pratiques et les standards opérationnels des projets industriels complexes en Afrique. Vous n'êtes pas sans savoir que ce vaste continent est l'un des principaux foyers d'équipements industriels dans le monde. Et pour commencer, donc, Christophe de Chanterac, donc directeur marketing et commercial de Bolloré Logistique en Afrique, va nous dresser un petit peu un panorama des secteurs et des projets qui se déroulent en Afrique. Donc Christophe, si vous le voulez bien. Oui, merci Bruno. Donc déjà merci à tous d'être restés et d'avoir bravé la faim. On va essayer de ne pas vous faire regretter cette absence de déjeuner, si je puis dire. Voilà, donc merci beaucoup. Oui, effectivement, donc projet industriel, projet logistique de projet, donc sur le continent africain, qu'est-ce que cela recouvre? Alors, d'un point de vue logisticien, on dira que ces projets, c'est quelque chose qu'on va opposer, si vous voulez, à la croissance de marché. Un projet, c'est quelque chose qui est limité dans le temps, qui a un début, qui a une fin, et qui généralement, en plus, a un côté assez extraordinaire dans le sens où si jamais c'était simple, ces projets, voilà, ça se ferait avec des ressources locales, des équipements locaux, les donneurs d'ordre, quels qu'ils soient, locaux, internationaux, se débrouilleraient avec des moyens simples. Ce n'est justement pas le cas et du coup, la composante un peu extraordinaire du projet prend tout son sens. C'est elle qui amène toute la complexité. Est-ce que vous passeriez, voilà, on va avancer un petit peu dans cette présentation pour, voilà. Aujourd'hui, quand on parle de logistique de projet et quand on regarde le continent africain, il faut bien se mettre dans le contexte. Et aujourd'hui, les différents pays africains, on va dire, ont un petit peu tous les mêmes stratégies. Et ils en sont à différents stades, évidemment, de développement de leur stratégie. Mais en gros, c'est quand même toujours le même schéma. La première phase, comme vous le voyez à gauche, elle consiste à monétiser ce qu'on peut des ressources des différents pays. Donc évidemment, ça nécessite un travail sur tout ce qui est ressources minières, minéralières ou commodités alimentaires. Et avec l'argent ainsi généré, on va travailler sur l'équipement du pays. Et on équipe en réseau, on équipe en source d'électricité. On équipe également sur tout ce qui va être, électrification, barrages, grosses centrales power plant, voilà, et tous ces projets d'équipement sont clés dans le fait de rendre les territoires compétitifs. Et ensuite, une fois le pays équipé, une fois les territoires rendus compétitifs par des routes, voilà, et les différents assets dont on a parlé un peu plus tôt, eh bien, on va dire, ça génère de la consommation d'une classe moyenne et qui permet donc du coup, on va dire, la construction d'usines pour fabriquer localement. Alors, donc du coup, on va trouver à ce moment-là des usines de brasserie. Et donc du coup, quand on balaye un petit peu tout ce spectre, c'est certain que la logistique de projet industriel, on va la voir beaucoup plus sur cette deuxième phase en fait, qui consiste à rendre le pays plus compétitif. Bien qu'on puisse l'avoir également sur la première et sur la troisième phase. Oil and gas et mining, on va pouvoir voir un peu quelques exemples un peu plus tard, mais ce sont des grosses usines, en gros, qu'il s'agit de rendre productives localement avec beaucoup de matériel importé et qui sont souvent des gros matériels assez complexes, difficiles à transporter. Mais on voit également du projet industriel sur la troisième phase. Et lorsqu'il y a des usines de brasserie, des cimenteries qui se construisent, par exemple, il faut pouvoir amener des gros composants de ces différentes usines. Donc, on le voit, en fait, la logistique de projet, elle va balayer en fait assez largement tous les différents secteurs de l'économie africaine, avec quand même une prédominance aujourd'hui pour les projets d'équipement des territoires. Voilà. Aujourd'hui, quand on dresse un petit panorama, on se rend bien compte que, on va dire, certains pays aujourd'hui mettent plus d'efforts que d'autres sur l'équipement. Et ces pays sont clairement, vous voyez ceux qui s'apparaissent en bleu sur cette carte et qui ont fort besoin, on va dire, de projets d'équipement vraiment structurants. Donc, on a ensuite différents exemples qu'on balayera dans un second temps, mais voilà, on voulait au moins déjà vous dresser ce premier panorama.
sur l'état de maturité, de façon à planter un petit cadre général sur le continent. Merci Christophe. Alors, Romain Carayol, avocat au barreau de Paris, médiateur, spécialiste du droit du transport. Est-ce que vous pouvez nous apporter votre éclairage juridique sur ce panorama général? Oui, alors, je suis avocat en droit des transports depuis à peu près maintenant 7 ans. L'approche qu'on me demande d'avoir aujourd'hui est une approche liée donc au projet logistique et la façon dont on peut raisonner pour que l'opération se passe bien du début jusqu'à la fin. Et l'approche que j'ai est évidemment une approche de sécurité juridique, et de vous démontrer en quelques slides et en quelques mots et avec un échange avec vous que d'aller faire du déplacement de marchandises dans des projets logistiques d'importance, c'est possible en sécurité, parce qu'il y a ce qu'il faut pour que on soit dans un accompagnement sécurisé. Là, on est sur la slide qu'on verra tout à l'heure, puisque ce que nous devions poser tout d'abord, c'était des chiffres. Donc, c'est les premières pages de mon slide. Voilà, c'est juste après. Voilà, c'est merveilleux parce que j'ai fait des petits tests PowerPoint, je me suis amusé comme un dingue. Sur les chiffres, si vous êtes là, c'est que déjà vous avez sélectionné le sujet et que le mot Afrique vous intéresse, et que donc vous avez déjà un scope Afrique. Nous avons donc tous conscience que le continent africain est un continent en développement, avec les éléments en fonction des pays qui sont en forte croissance en fonction des besoins de chaque population, des besoins des ressources de chaque pays. Et sous le scope des projets logistiques et des besoins en transport, on voit aussi qu'il y a des forts potentiels de croissance, ou plus exactement d'amélioration. Alors, sur les éléments qui font que l'Afrique est intéressante, évidemment, à maints égards, mais sous l'angle des projets industriels et des transports, c'est qu'on sait que d'ici 2030, 80% de la population, les quelques chiffres que je cite ici, source Infotep. Si quelqu'un est d'Infotep ici, je le remercie, parce que c'est une étude sur les évolutions de l'Afrique en transport et logistique très intéressante, que je vous invite à consulter sur Internet. Donc 80% de la population mondiale en 2030 sera africaine et asiatique. Donc il y a un potentiel énorme en termes de développement qui corrèle ce que vient de dire Christophe. 4% de la population africaine sera urbaine. Là aussi, ça veut dire que les réflexions liées à la logistique, aux besoins identifiés du peuple africain, des pays africains, seront aussi dédiés à l'évolution des grandes villes, donc logistique et transport. Je saute quelques chiffres que vous pourrez lire par vous-même, mais ce qui est aussi important, c'est de voir que parmi les marges d'évolution qu'il faut travailler, que les pays africains ont bien conscience qu'il faut travailler, c'est qu'il y a moins 40% de la valeur en perte annuelle de PIB africain due au déficit de transport. Parce que quand vous regardez les cartes, et donc sur l'étude que je vous ai citée, quand vous regardez les cartes des infrastructures africaines en termes de transport, il y a des potentiels d'amélioration, toujours lié avec ce que vous avez dit Christophe, c'est-à-dire le déploiement vers la consommation, des potentiels de développement, c'est-à-dire qu'il y a des potentiels dans les ports des grands pays. Donc là, il y a des développements très importants avec beaucoup d'argent qui sont investis dans les ports, mais il y a des structurations aussi dans les routes, puisqu'on en parlera aussi sur la sécurité dans le transport et la logistique, c'est d'utiliser des routes qui soient en bon état. Il y a des grosses marges de progrès sur le sujet et des gros investissements qui sont en cours de réalisation. Il y a aussi le transport ferroviaire, qui est une marge de progression puissante en Afrique, puisqu'il y a assez peu de lignes. Et le sujet, ce n'est pas seulement le sujet de la logistique vers l'Afrique, mais c'est aussi du transport et la logistique à l'intérieur de l'Afrique. Donc il y a des marges de progression. Et vous voyez, pour sauter les chiffres jusqu'au bas de cette slide, c'est qu'on voit qu'il y a des marges de progression étonnantes, puisqu'on voit qu'il y a un coût de transport, de déplacement d'un conteneur entre Tokyo et Mombasa au Kenya coûte $750 entre Tokyo et Mombasa, et qu'un transport beaucoup moins long et en interne à l'Afrique, entre deux lignes africaines, c'est 3 fois plus cher. Donc, il y a la possibilité de mettre en place des outils pour améliorer donc le transport et la logistique vers l'Afrique, à l'intérieur de l'Afrique. Et moi, mon petit sujet, c'est de vous dire que c'est possible avec des outils juridiques qui peuvent sécuriser les opérations.
Merci Romain. Alors on va peut-être illustrer, c'est ça, un projet d'équipement en Afrique par un petit film vidéo. On va illustrer effectivement ces chiffres que présente Romain et qui effectivement sont tout à fait familiers, avec un premier film qui vous présente un projet qui est le plus gros projet éolien en Afrique en ce moment, qui est le projet au Lake Turkana au Kenya, zone enclavée à 1000 km à l'intérieur des terres. Et donc du coup, comment on met en place le montage de 300 éoliennes à 1000 km à l'intérieur des terres. C'est ce que vous montre un petit peu ce petit film. C'est bon, c'est calé Excusez-moi en régie, est-ce qu'on peut lancer ce petit film sur le Lake Turkana? Merci beaucoup. It's the single largest wind turbine project in Kenya today, and I think, as far as we're concerned, we've contributed in some small way for more efficient, cleaner, greener energy, which will fuel the development of Kenya's economy in the future. The main challenge of this project is to have delivered 365 wind turbines in a very remote area, which is 1,250 kilometers from the port of entry. In order to achieve that, we had translated a just-in-time supply chain model, which is normally reserved to the automotive industry, into project cargo and out-of-gauge package. Bolloré Group has mobilized 60 brand new trucks and 60 trailers designed in purpose for this specific wind turbine. So we have 20 trailers of each type to be able to deliver the different types of components, which are namely the towers, the blades and the nacelles. We have the equipment and we have the human resource that is very important. The team recruited for this project has been selected on very specific criteria and taken through a tailor-made training program, which was covering all the aspects of our operation. We have been taking very good care of our equipment, scheduling everything because we cannot afford any downtime. To design the best logistics solution for this project, we had to conduct several road surveys to the site and assist the manufacturer to design the trailers according to the road constraints. The convoy is a journey of 5 days, which is stopping in Mtito Ande, Ati River, Nanyuki, Laisamis, before reaching the site in Lake Turkana. The infrastructures are very challenging in this environment. We have to go through very populated areas with a lot of traffic. We have to go through very hot areas, and then we have to cross 200 kilometers of road which have been built for access to the site. Due to the very high quality standards on this project and the sensitivity of the nacelles, we had to develop a very specific vibration monitoring system. We were first involved 9 years ago when there were simply no roads to that part of the country, and our first route survey had to be conducted by helicopter. We have worked closely with our leaders, with the local leaders, with the community leaders. We have always been in constant engagement with them, managing their expectations, managing the communities, managing people's behaviors, managing people's attitudes,
and the project has been a perfect success. We are very proud of our teams and what they have executed on the field. It's amazing. I think it's such a privilege to be involved in this project. It's been a journey for us, as I mentioned, over 9 years. And the culmination for us is really, we came, we saw, we delivered. Voilà, donc on peut voir, c'est assez impressionnant, hein, donc comment un projet industriel peut être acheminé en fait jusqu'au bout et dans une zone assez isolée. Donc Christophe de Chonterac, peut-être vous avez un commentaire à faire là-dessus. On peut effectivement commenter un peu ces images qu'on vient de voir et qui effectivement sont intéressantes parce qu'elles relatent bien, on va dire, toutes les dimensions un peu d'un projet comme celui-ci. Quand on regarde quels sont les vrais challenges derrière ces images qu'on vient de voir, quelles sont les vraies difficultés comment dire, dans la mise en place. Bon, il y en a plusieurs. La première, c'est évidemment le temps, la durée, c'est-à-dire que du début à la fin d'un projet comme celui-ci, un des intervenants l'a dit dans le film, c'est 8 à 10 ans. 8 à 10 ans entre les premières études et les premières études de faisabilité et la démobilisation des derniers matériels. Une autre difficulté, c'est la disponibilité du matériel adéquat sur place, puisqu'on le voit bien, ces éoliennes qui sont fabriquées en Chine, en Europe, sont des matériels assez sensibles. Et là où vous allez trouver des matériels de transport adaptés en Europe, vous n'allez pas les trouver en Afrique. Donc il faut les commander, les adapter éventuellement. On le voit, hein, les camions ici ils sont équipés d'un système de sensors comment dire, à air comprimé. Et donc ces matériels, on les trouve pas sur place si facilement. Il faut les commander et les faire venir. Ensuite, où il y a tout un travail, on va dire, d'outils et méthodes, c'est-à-dire comment, et ça a été expliqué justement dans le film, on le voit, la méthode just in time, c'est-à-dire comment en gros amener à toutes les parties prenantes locales, que ce soit nos propres équipes ou des équipes de sous-traitants, une méthode de travail qui va conduire à l'acheminement, comment dire, tranquille et sans difficulté de ces matériels. Et c'est certainement une des phases les plus complexes, parce que amener ce cadre d'outils et méthodes et faire en sorte qu'il soit bien mis en place sur les territoires africains, sur une durée de route, on le voit, 1200 km, qui est notoirement pas forcément stabilisée. On le voit ici, les 200 derniers kilomètres de route, ils ont dû être construits pour le projet, ce qui n'est pas du tout négligeable. Et ça a certainement occasionné des coûts qui ont été portés par certainement en plus un des acteurs privés du projet, certainement une part par l'État, mais d'autre part par les acteurs privés du projet. On le voit souvent, quand un acteur est mandaté pour mettre en place un gros moteur de power plant qui coûte 40 millions de dollars, souvent il est mis à contribution par les donneurs d'ordre publics ou privés pour faire la réflexion d'un pont, d'une route, et il finance ça sur ses propres deniers. Et voilà, et dernier point de difficulté, c'est l'association à cette conduite de projet de toutes les parties prenantes locales. Et là, on le voit ici, il y a un gros travail d'accompagnement avec les populations sur tous les éléments de responsabilité sociale et environnementale pour rassurer, pour expliquer comment on va faire, pour expliquer combien de temps ça va durer, que ça ne va pas perturber l'écosystème local. Et ça, c'est un grand travail. Ça demande un savoir-faire, ça demande en tout cas une forte implication des équipes. Voilà. Donc ça, c'est une petite grille de lecture des images que vous venez de voir. Merci Christophe. Romain Carriol, vous voulez ajouter votre éclairage juridique sur cet exemple précis en fait. Alors, ce petit film, je trouve très illustratif en fait d'une construction d'un projet industriel, mais je réagirai davantage sur le deuxième qui va arriver, que je trouve techniquement plus intéressant sous le scope juridique que j'ai, et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Je fais un petit buzz comme ça pour que vous ayez envie de voir encore plus le deuxième petit film. Ce qui me marque, moi, c'est ce que vient de dire Christophe. C'est quelque chose qui est très important pour qu'un projet réussisse, c'est l'implication, comme vous le dites, des parties prenantes, c'est-à-dire de respecter tout ce qui constitue dans le projet les individualités, les cultures locales, l'échange, aller dans l'écoute, parce que quand on est un acteur extérieur, on ne peut pas a priori connaître
tous les tenants et aboutissants d'une culture locale. Moi, j'ai eu un projet comme ça, pas en Afrique, mais en Nouvelle-Calédonie, où un gros projet logistique s'est été mis en place. On m'a consulté sur un tout petit bout d'un contrat, mais j'ai découvert comme ça que ce projet qui était l'installation d'une grosse mine d'exploitation de nickel, parce que vous savez qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup de nickel exploité là-bas, ça ne pouvait pas se faire à chacune des étapes si on ne réunissait pas le conseil de chaque village qui était concerné par le territoire de la future mine. Et de ce qu'on voit dans ce petit film, c'est hyper intéressant. À un moment donné, on voit qu'il y a je sais pas, je vais peut-être qualifier improprement, des personnes membres d'une tribu, et ça fait partie aussi de la réussite d'un projet, c'est d'écouter, d'entendre, d'échanger avec ce qu'on appelle, du point de vue de la responsabilité sociale des entreprises, le dialogue avec les parties prenantes. Et ça, c'est une clé essentielle de la réussite d'un projet industriel de grande envergure. Merci Romain Carayol. Alors, donc ces projets sont très complexes aussi à mener à bien. Donc il y a une méthodologie, un plan de travail à respecter. Est-ce qu'il y a aussi des aspects qualité environnementaux ? Alors, effectivement, c'est intéressant ce que vous pointez là, Bruno, sur les approches outils et méthodes. On se rend compte que sur le territoire africain, cette approche, elle est encore plus importante que sur d'autres. Pourquoi ? Parce que, on va dire, sur des territoires plus matures, on va dire territoire plus mature, on s'entend, ça veut dire qu'en gros, toute la chaîne de parties prenantes va être plus rompue à l'exercice de transport de matériel, de cargo extraordinaire. Plus rompu, ça veut dire que les équipements sont plus communs, ils peuvent être trouvés plus facilement, les équipes sont plus formées à les utiliser, les routes sont plus faciles, éventuellement même on peut jouer de l'intermodal également. Bref, du coup, appliquer les outils et méthodes sur ces territoires plus matures est entre guillemets plus simple. En Afrique, le delta est beaucoup plus important, ce qui rend du coup le corpus d'outils et méthodes beaucoup plus important pour la réussite du projet. Et évidemment, les donneurs d'ordre de ces projets, que ce soit ces fabricants d'éoliens, ces fabricants de gros moteurs, comment dire, le gestionnaire d'une usine qui veut voir sa cuve, d'une usine de brasserie qui veut voir sa cuve arriver rapidement dans son usine. Bon, ben, ces gens-là, évidemment, ils ont les mêmes attentes qu'ailleurs. Ils veulent que le matériel arrive bien, livré sans aucun problème. Voilà. Et pour faire en sorte, pour garantir en fait que les choses vont bien se dérouler, les outils et méthodes sont clés. Et donc du coup, il se prépare longtemps en amont. Il se prépare, je dirais, on va dire, d'un cadrage général avec de la planification, avec, on va dire, tout un tas de checklists d'inspection de différents véhicules, de différents matériels. Voilà, donc ils vont, si vous voulez, du gros cadrage avec les différentes parties prenantes et principalement les donneurs d'ordre au début, jusqu'à la mise en application des plus petites, des plus infimes vérifications, que ce soit sur les matériels et également auprès des opérateurs qui vont rendre le service. Voilà. Donc il est très intéressant, très important de cadrer l'exécution de ces projets avec des outils et méthodes qui vont aller du plus large au plus particulier. Au plus petit, oui. Voilà. D'accord. Merci Christophe. Alors Romain, là, dans le film, on voit aussi la traversée de zones urbaines, parce qu'il n'y a pas aussi que des zones isolées. Romain Carayol, est-ce que le fait de traverser des grandes villes avec des convois comme ça un peu exceptionnels présente un risque juridique ou C'est pas l'avocat qui va répondre non. Quand on parle risque juridique, bien sûr qu'on voit tout de suite le risque juridique. Vous verrez dans l'autre film, quand je vais le commenter, je ne vois que du droit partout. Donc la traversée d'une zone urbaine, en effet, pose une palanquée de questions juridiques sur les droits, autorisations à traverser, sur est-ce qu'on est sur un domaine public, est-ce qu'on est sur un domaine privé, sachant que la notion de domaine privé-public n'est pas la même en fonction des pays. Le fait de choisir tel axe, est-ce que ça implique de changer la configuration de l'axe, puisqu'il peut y avoir des passerelles, comme on le verra dans l'autre film, qui peuvent être modifiées. Il peut y avoir aussi des problématiques électriques. Donc tout ça, oui, il peut y avoir des risques et qu'il faut identifier
identifié en amont, pas nécessairement, et ce sera tout le sens de mon propos, sur quelque chose de très figé, puisque je vais essayer de vous convaincre, si vous ne l'êtes pas déjà, que le droit n'est pas quelque chose de figé, mais au contraire est un outil porteur pour au contraire donner des solutions en ouverture et non pas en fermeture procédurière. Et donc il ne faut pas le figer dans le contrat, mais envisager tous les risques pour trouver des solutions. Oui, merci Romain. Alors peut-être une première réaction, question du public. Il n'y a pas de mauvaises questions, hein. Donc, vraiment, n'hésitez pas à les poser. Il n'y a que des bonnes réponses en fait. Monsieur ? Oui, bonjour, Bertrand Don de Bolloré Logistique Dunkerque. Davantage un point de vue complémentaire plus qu'une question. Je pense aussi qu'il faut insister sur la notion de durée de transport du plan global, aussi bien en amont qu'en aval. Et on sait aujourd'hui que dans ce plan de transport global, il y a un élément déterminant, c'est le passage portuaire, et c'est notamment les échanges qu'on a eu suffisamment tôt avec l'administration douanière pour ce type d'ensemble industriel. Et c'est d'autant plus déterminant que, évidemment, ça a des conséquences sur l'état d'avancement des chantiers, ça a nécessairement des conséquences sur la partie financière, puisque les investisseurs souhaitent, eux, démarrer au plus vite le dit chantier. Oui, alors c'est juste, et c'est effectivement, comment dire, un arbitrage permanent entre les nécessités opérationnelles, comment dire, qui nécessitent justement d'être précautionneux, d'attendre, de faire, comment dire, temporairement stocker la marchandise parce que on sait que les autorisations n'ont pas encore été obtenues pour acheminer la marchandise jusque sur un passage de frontière ou des choses comme ça, et effectivement le besoin du donneur d'ordre qui a voilà un budget, un business plan, des choses comme ça avec une date de départ. Voilà. Et donc il faut arbitrer entre ces deux principes un peu contradictoires, et comment dire, la bonne solution est nécessairement un compromis, parce que si jamais vous allez trop vite, voilà, vous risquez d'endommager la partie opérationnelle, trop lentement la partie budget, et donc du coup un paiement qui peut être du coup décalé, retardé. Et donc du coup il est important que chacun y mette un peu du sien, et on le voit sur ces projets, et c'est vraiment la réussite de l'ensemble, les différentes concessions et le travail en bonne intelligence de toutes les parties prenantes qui marche bien et qui amène le succès. Oui, Romain, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, parce que ça, c'est un point fondamental. Le traitement en douane peut être une catastrophe si ça n'a pas été identifié. Moi, la réponse que j'ai, en tout cas de la pratique qu'on voit, et c'est ce qui fonctionne, et là encore, je pense que le groupe Bolloré, comme d'autres, font ça, c'est le commissionnaire en douane qui intègre le commissionnaire de transport et qui fait que globalement, il a une mission pour que, même en douane, tout se passe bien. Alors, ça veut dire qu'il y a un leader au projet, en fait, du point A au point Z. Alors justement, sur des grands équipements comme ça, qui sont quand même assez impressionnants, je voulais juste rajouter que le blocage de ces équipements, que ce soit en douane, que ce soit par une manutention un petit peu défaillante en fait sur le port, est-ce que ça il faut le prévoir et qu'est-ce que ça peut engendrer comme pénalité ou qu'est-ce que ça peut pénaliser en fait Est-ce qu'on peut le prévoir ? Bien sûr, et ça rentre dans tous les contrats que je qualifie, parce que juridiquement c'est ça, c'est les contrats de commission de transport, d'organisation d'un déplacement d'un grand ensemble industriel ou de plus petites marchandises, et on prévoit les démarches en douane. Et si ça ne fonctionne pas, c'est l'entité juridique qui a accepté cette mission-là qui doit en subir les conséquences, avec ensuite, si on a identifié les responsables au fait qu'il y ait un bug au niveau de la douane, eh bien une déclinaison ensuite des chaînes de responsabilité. Mais en premier lieu, c'est pour ça que je dis qu'il y a un leader à l'opération, c'est le commissionnaire de transport et en douane qui doit assumer les conséquences. D'accord, merci. Alors je crois qu'il y avait une question là, monsieur. Oui, bonjour, Éric Demangeon, Classe Export. J'ai trois petites questions. Une question qui porte sur le recrutement, parce que vous avez souligné l'aspect, je dirais, matériel pour mettre en œuvre ces projets. Par contre, vous n'avez pas abordé l'aspect homme
humain, ressources humaines. Et je suppose que pour conduire des véhicules exceptionnels, il faut un certain nombre de compétences. Donc, comment procédez-vous pour ces ressources humaines et compétences? Est-ce que c'est local? Comment procédez-vous? J'ai une deuxième question. Sur le projet Turkana, j'ai eu l'impression que le port utilisé, c'était pas la ligne droite. Il y avait peut-être d'autres solutions où c'était plus court. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que la route la plus droite est toujours la meilleure? Et puis, enfin, une dernière question, c'est les incoterms. Si vous pouvez donner quelques éléments sur les incoterms, quels sont les incoterms que vous conseillez dans le cadre de projets? Merci. Alors, première question sur le recrutement. La réponse est, je pense, on peut la résumer de façon brève. C'est un bon mix entre des compétences expatriées bien formées et des jeunes professionnels locaux qui sont formés opérationnellement par nos équipes. C'est ça qui marche bien, c'est ça qui a fonctionné sur ce projet Turkana, et on le voit également dans d'autres pays concernés exactement par les mêmes sujets. Il est très important, comme vous le rappeliez, d'avoir des formations qui soient très opérationnelles. On ne demande pas nécessairement aux gens d'avoir une expérience soit très longue. Ce qui est important, c'est qu'ils soient formés sur le projet en question et ses spécificités telles qu'elles ont été identifiées. Et pour ça, on a besoin, on va dire, d'un nombre limité de bons managers rompus au sujet, qui sont, on va dire, souvent chez nous quand même des managers expatriés, ou alors des managers qui sont dans nos équipes là depuis une très longue durée, 10 ans, je dirais, quasiment à minima. Ensuite, on le voit, ce qui compte, ce qui va assurer le succès, c'est l'accompagnement du projet par nos équipes, avec outils et méthodes, et avec en fait une implication de terrain. Donc il n'est pas nécessaire là pour le coup d'avoir réuni des formations extrêmement complexes. Il faut simplement être impliqué sur le projet et avec les outils du projet dont on parlait un peu plus tôt, les checklists, les vérifications, les trainings sur ce projet-là, donc c'est-à-dire sur la bonne connaissance de la route, la bonne connaissance des points de parking qui ont été préalablement revus. Voilà, donc il y a beaucoup quand même de connaissances conjoncturelles à bien maîtriser avec le corpus d'outils et de techniques qui ont été mis en place pour le projet. Deuxième question, est-ce que la route la plus courte, est-ce que c'est la route la plus droite? Là encore, il faut répondre avec une réponse de compromis, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller chercher au plus long, ou d'aller trouver les routes les plus éloignées des zones résidentielles parce qu'elles seraient, on va dire, plus calmes. Non, on va essayer de prendre la route la plus courte, facilement praticable. Et pour ce type d'équipement, c'est vraiment le côté plus facilement praticable qui prend le pas. Donc les drivers les plus importants, ça va être la structure de la route, la présence d'éléments gênants. Un pont peut être gênant, un tunnel, ce sont des éléments qui peuvent gêner le transport. Donc il s'agit de trouver c'est d'ailleurs ce qu'on fait nous dans le cadre de ces projets. Il y a systématiquement une route survey qui est faite en amont et qui va déterminer le bon itinéraire pour accompagner la marchandise. Et donc forcément, ça oblige à faire quelques contournements, quelques virages additionnels, on va dire. Et même d'ailleurs, ça nécessite de temps en temps de faire des investissements sur l'itinéraire, avec renforcer certains tronçons, renforcer certains ponts. Ça s'est vu plusieurs fois, ça dépend quelle est la nature de la marchandise. On renforce certaines routes quand il s'agit de matériel un peu lourd, on renforce certains ponts, là aussi, quand on sait que c'est un bon exemple. Les gros moteurs de power plant sont des éléments assez denses et assez lourds. Et donc, du coup, quand les ponts sont fragiles, ça nécessite un renfort. Et puis ensuite, vous avez tous les problèmes, toutes les tracasseries liées à la saison des pluies. Donc ça, très nécessairement, ça amène à revoir un peu les itinéraires. Et même d'ailleurs, à revoir en cours de projet les itinéraires. Et ça, c'est l'expérience locale qui parle. Et nos équipes locales, elles savent comment traiter ça. Et donc, du coup, avoir recours à des solutions un peu de contournement. Et puis, je vous dirais même plus prosaïquement, quand on ne peut pas passer, on ne peut pas passer, mais on attend. Voilà.
Et dernier point sur les incoterms, là, il n'y a pas de réponse toute faite sur les incoterms. Ça dépend en fait qui prend vraiment bien la charge la charge du transport. Ça dépend vraiment qui est le donneur d'ordre et qui est le donneur d'ordre à l'aise pour gérer le transport. Et c'est lui qui va faire appel à nous. Ça peut être l'importateur ou l'exportateur selon. Ça dépend vraiment de la maturité de l'une ou l'autre partie à prendre en charge. Merci Christophe. Romain voulait réagir sur ça, non? Une autre question? Oui, monsieur. Le micro. Un micro, s'il vous plaît, pour le micro. monsieur, oui, au troisième rang aussi. Oui, alors une remarque et une question. La remarque, dans ce que vous avez exposé, finalement, il y a des caractères assez universels qu'on peut retrouver en Europe et en France. Sur la complexité des projets, notamment quand on doit trouver ou aménager des routes, ça c'est connu dans l'aéronautique, dans la région de Toulouse par exemple. Sur l'acceptation des tribus locales, oui, on a ça aussi en France. Quand on prend 40 ans à décider de ne pas construire un aéroport, par exemple, ou pour des parcs éoliens également, 4 ans de procédure. Bon, voilà. Je vois que vous souriez, monsieur l'avocat, vous comprenez très bien ce que je veux dire. Ça, c'était la remarque. La question sur les équipements routiers dans le film. Donc, si j'ai bien retenu, il y a 60 équipements spécifiques répartis en 3 types qui ont été commandés, donc 9. Si j'ai fait un petit calcul avec les chiffres, en fait, ils ont fait chacun une vingtaine de voyages. 50 000 km. Donc j'imagine que ce type d'équipement, au bout de 50 000 km, comme un camion, c'est pas complètement amorti, ça se réutilise. Donc est-ce que ce projet-là, finalement, est un projet pilote qui après a fait des petits? Oui, c'est un projet pilote pour l'Afrique, ce projet de lecture Cana. Les petits, ils vont mettre du temps à venir. Voilà, on le voit, c'est des projets qui durent 8-10 ans. Donc voilà, il y a des petits en ce moment, même à d'autres endroits, pas aussi gros, mais il y en a. Et puis tout l'enjeu sur les équipements, c'est effectivement de les faire tourner ensuite. Nous, ces camions-là, on les a d'abord acquis en leasing. On les a d'abord pris en leasing auprès de la société qui nous les a loués, puis on les a acquis, ou au moins pour partie. Je n'ai pas les chiffres exactement en tête. Et donc du coup, notre enjeu, ça va être de les réutiliser à d'autres endroits. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si jamais il n'y avait pas eu ces camions, il n'y aurait pas eu de desserte. Donc quand il n'y a pas les équipements, vous êtes obligé de les acquérir. Et d'ailleurs, en ce moment en Afrique, on doit avoir que 5 ou 6 pôles régionaux sur lesquels nous avons acquis des grosses grues de déchargement parce que tout simplement on ne trouve pas ces matériels sur place. Merci Christophe. Une dernière réaction pour ce premier temps de conférence. Bon. Alors on va enchaîner peut-être avec un deuxième petit film. Donc alors là c'est la livraison de 5 moteurs pour une centrale électrique au Sénégal à Tobène. Et donc là aussi c'est assez impressionnant. Accrochez-vous, c'est parti. Le groupe Bolloré, à travers sa filiale Saga, a réalisé depuis le mois de janvier 2015 une opération importante qui consistait à transporter de la marchandise pour la centrale électrique qui est en construction à Tobène. Les opérations de livraison ont débuté le 9 juin 2015. Il s'agissait des opérations de livraison de colis exceptionnels, des moteurs avoisinant 320 tonnes l'unité et des alternateurs au niveau de la centrale électrique de Tobène dans la région de Thiès. Ces colis exceptionnels de 320 tonnes ont nécessité, bien entendu, l'affrètement d'un navire particulier, un navire bigué, colis lourd, qui est parti de Saint-Nazaire, du fournisseur MAN. Les opérations de déchargement des colis au niveau du quai ont été supervisées par les équipes HSE.
Plusieurs intervenants ont participé à ce chantier. Saga France, du groupe Bolloré, bien entendu. Marine Maroc pour le transport des colis lourds, transport exceptionnel. Bolloré Africa Logistics Sénégal pour la partie transit, manutention et livraison de l'ensemble des containers et du conventionnel. L'enjeu du dossier, bien entendu, était très délicat puisqu'il s'agissait de transporter ces 5 moteurs en 7 semaines maximum, puisque 9 passerelles ont dû être démontées pour pouvoir procéder au passage des moteurs sur la RN1. Le service HSE, en concert avec les responsables de la logistique, a effectué une reconnaissance de l'itinéraire Jean Road Survey afin d'identifier les autres paramètres, c'est-à-dire l'étude de la faisabilité technique de l'opération. Le transport des alternateurs des moteurs de 320 tonnes ont nécessité bien entendu une remorque spécifique. Nous avons donc fait appel à Marine Maroc qui disposait d'une remorque 16 lignes 3 fils Goldhofer qui bien entendu était indispensable pour le transport de ces colis exceptionnels. Toutes les équipes opérationnelles ont été mobilisées pour venir en appui à l'escorte motorisée de la gendarmerie. Il fallait tout faire pour éviter que des véhicules tiers se faufilent dans le convoi afin d'être en conformité avec nos procédures internes de sécurité. La mission consistait également à décharger sur les massifs sur le site de Tobène les 5 moteurs, les 5 alternateurs ainsi que les 2 transformateurs. Une évaluation des risques professionnels a été réalisée afin d'identifier tous les risques liés aux différentes étapes des opérations. Aucun accident ni incident n'est à déplorer. Cela est lié bien entendu à l'application stricte des règles de sécurité, les normes et standards du transport en colis exceptionnel. À ce jour, l'opération est un vrai succès. Nous avons eu les félicitations de notre client Matelec. Voilà, donc on parle beaucoup de risques dans ce film. Donc Romain Carayol, vous avez un éclairage à nous apporter sur cet exemple concret ou... Je veux bien réagir, puisque depuis tout à l'heure, je vous dis que je veux réagir sur ce film, donc ce serait quand même malvenu que je dise non, plus maintenant, parce que Christophe a peut-être des choses plus pertinentes à dire. D'abord, peut-être Christophe, et après je vais vous décliner en moi ce que je vois avec mon regard de juriste. Comment vous voulez... Deux petits commentaires, on va dire d'observation, pour lire un peu le film entre les lignes. Voilà, on retrouve les ingrédients nécessaires, donc c'est-à-dire l'importance d'acquérir certains matériels spécialisés, voilà, qui ne sont pas nécessairement disponibles sur place. Ensuite, on va voir la nécessité d'accompagner vraiment la marchandise depuis même l'origine jusqu'au site final avec, on va dire, un dispositif exceptionnel, donc voilà, de convoi exceptionnel. Alors c'est fait évidemment avec les ingrédients locaux, on éloigne les fils avec des échelles pour permettre aux camions de passer en dessous. Il y a l'escorte de gendarmerie, donc on voit aussi la nécessité d'impliquer les autorités locales qui de toute façon le font bien volontiers, hein, c'est bénéfique au pays directement. Donc dans ce genre de projet, les autorités au plus haut niveau sont mobilisées. Et puis voilà, on le voit, la nécessité que différentes parties prenantes compétentes agissent ensemble et en respectant un corpus de règles et des normes sécurité qui sont bien établies. Voilà. Romain ? Oui, alors est-ce que la régie peut mettre mes slides, s'il vous plaît ? Il y a quelques années, l'Ordre des avocats de Paris avait lancé la première campagne publicitaire à la télévision, ça remonte à peu plus de 10 ans. Et le spot publicitaire, c'était la vie de tous les jours de nous tous. On se balade dans une rue d'une ville et l'idée, c'était de voir que dans notre quotidien, dans la rue, chaque chose qu'on a sous le regard de notre vie
du point de vue de l'avocat et du juriste, constitue une matière juridique. Un local commercial, c'est le droit des sociétés, c'est les baux commerciaux, un couple qui s'embrasse dans la rue, c'est les droits de la famille, droit de divorce éventuellement, et puis je vous le décline à l'envi comme ça. Quand j'ai regardé cette petite vidéo, c'est exactement ce qui s'est passé dans ma tête. C'est que chacun d'entre vous, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas d'où vous venez, si vous êtes des opérationnels, je ne sais pas. Moi, mon prisme, c'était de voir cette vidéo avec les étiquettes du droit, et à chaque fois que je voyais une image, je voyais une identification contractuelle, une conséquence juridique. Et là, j'avais tout. J'avais le bateau, j'avais le déchargement, j'avais les hommes qui déchargeaient, j'avais les écrous qui étaient démontés. Si je parle des écrous, c'est qu'il y a la jurisprudence sur les écrous qui sont démontés dans les ports. Il y a le stockage, il y a la mise sur des camions particuliers, il y a le déplacement exceptionnel jusqu'au site et le déchargement. Tout ça sont des zones juridiques qui sont clairement identifiées, qui peuvent, chacune des étapes que je viens de lister, qui peuvent faire l'objet d'une réglementation particulière, qui peut faire l'objet d'une réglementation générale dans un grand contrat. Et quand un groupe comme Bolloré, comme un autre groupe qui fait ce genre d'opération, moi, c'est comme ça je vais le qualifier, peut-être que ce n'est pas ça qui s'est passé d'un point de vue contractuel, mais encore une fois, c'est de la commission de transport, c'est de la logistique de manière générale pour déplacer des engins importants vers un site. Alors, c'est tout ce que j'ai vu là, toutes ces phrases, vous les avez entendues. Transporter de la marchandise, c'est du contrat de transport. Opération de livraison de colis exceptionnel de 320 tonnes, c'est du contrat de transport également. Affrètement d'un navire particulier, c'est-à-dire qu'on va chercher un besoin particulier et il a été affrété à Saint-Nazaire. Les opérations de déchargement sur les quais, ça aussi, c'est de la logistique transport. Transport routier, c'est du code de la route et ça rentre dans le droit de transport. Bref, je vous décline tout ça. Et à chaque fois, il y avait un scope comme ça. Et je voulais vous dire que contrairement à ce qu'on peut avoir comme idée reçue, mais peut-être qu'ici vous ne l'avez pas, le droit est porteur, je le répète, est porteur de solutions positives. Donc, dans la façon dont la vidéo se présente, ça identifie le fait qu'il y a un leader. Là, c'est pas pour mettre en avant Bolloré, mais bon, c'est Bolloré. Il y a un leader de l'opération, et donc il y a forcément un leader contractuel qui fait une opération globale, et qui doit identifier aussi l'analyse du risque sous l'angle de « et s'il y a un truc qui se passe mal ?» Évidemment que tout va bien se passer, puisqu'on fait en sorte que tout se passe bien, qu'il y ait des relais utiles avec toutes les parties prenantes pour que ça se passe bien, mais si ça se passe mal, eh bien, il faut savoir que si ça se passe mal, eh bien, même si ça se passe mal, il faut que ça se passe bien quand il y a de la tension. Et donc, derrière, je décline... Ah oui, c'est ça. Ouais, j'ai des lunettes, si je l'utilisais, ce serait bien. Je décline en fait, mais je ne vais pas aller sur quelque chose qui serait, après le déjeuner que vous n'avez pas eu, assez indigeste, c'est-à-dire de la réglementation pour de la réglementation. Tout ce que je vais vous faire passer comme petit message, c'est qu'à chacune des opérations que vous avez vu se décliner, il y a globalement un grand contrat qui a pu être négocié avec toutes les parties prenantes sous l'égide de l'ingénierie même juridique du leader de ce contrat, mais que l'idée, c'est que tout est organisé dans un contrat, c'est ce que je vais vous dire, mais que même s'il n'y avait pas de contrat, dans les opérations de logistique et surtout de transport, il y a des règles. Et quand on va sur le territoire africain, je ne sais pas quelle est votre approche du territoire africain, eh bien, je vous dis qu'il y a des règles internationales et même africaines qui s'appliquent. Et ces règles sont des règles internationales et supranationales, c'est-à-dire que soit internationales, qui a été élaborée par la collaboration de tous les pays du monde qui ont bien voulu adhérer à ces règles, ou supranationales, c'est-à-dire que le continent africain a pris également ses responsabilités depuis des années pour créer un panel de réponses réglementaires pour le territoire africain. Alors, et voilà, justement, ça fonctionne là. Alors, je vais... Pardon, Monsieur Molly. Allez-y, allez-y. Comment je fais pour venir en arrière, c'est ça? Voilà, donc je vais vous présenter, je ne vais pas vous présenter, je vais seulement vous énumérer les règles de transport, parce que si je vais dans le détail, là je pense que vous allez choisir une autre conférence et que vous allez chercher les stands où il y a à manger et à boire. Donc seulement pour vous dire que ça existe au niveau international, il y a une réglementation transport routier qui s'appelle CMR, mais sur l'Afrique, elle est assez marginale puisqu'il n'y a que 2 pays qui ont adhéré à cette réglementation. Il y a quelque chose d'essentiel pour l'Afrique subsaharienne, plutôt ouest, avec un petit peu de centre-Afrique, c'est les dispositions OHADA, qui donc s'appliquent
également au transport et la logistique, puisque la réglementation OHADA, il y a des actes qu'on appelle des actes uniformes, ce sont les lois de l'OHADA, et il y a un acte uniforme pour le transport routier de marchandises. Donc c'est un référentiel juridique local, et ça veut dire qu'il y a de la sécurité juridique pour aller en Afrique, parce que l'OHADA est une création africaine et qui fonctionne très bien, avec de très bons juristes, et aussi un réseau d'avocats africains qui sont très bien formés et très compétents. Je continue ou pas? Parce que là, si je décline... allez-y. Bon, transport routier, il y a la communauté économique monétaire de l'Afrique centrale. C'est aussi un support juridique intéressant, puisque c'est l'équivalent de ce qui a été créé il y a des années en Europe avec la CEE. Et là, c'est la même chose avec des dispositifs sur le réseau routier. Transport maritime, là aussi, on ne saute pas dans la mer sans sécurité. On n'arrive pas à un port en Afrique en se disant ça va être la zone totalement franche, on ne sait pas ce qui va se passer, parce que ce n'est pas vrai. D'ailleurs, ce n'a jamais été vrai, puisqu'il y a une convention de Bruxelles qu'on appelle les règles de La Haye depuis 1924, et bon nombre des pays africains adoptent ces réglementations, évidemment, puisque c'est un critère de standardisation et de sécurité aussi pour développer le business localement et à l'international, parce que ces pays en ont tout autant besoin que tous les autres pays du monde d'être présents sur la scène internationale. Transport ferroviaire, je vous ai dit que les lignes ferroviaires n'existent pas véritablement, en tout cas qu'elles sont peu entretenues, même s'il y a des gros projets. D'ailleurs, je me demande si Bolloré n'a pas un gros projet en Afrique de lignes ferroviaires, je ne sais plus. Mais il y a des projets ferroviaires, parce que ça, à mon avis, dans l'intermodalité, non, j'ai dit une bêtise. C'est un concurrent. Pas du tout, effectivement. Le groupe est très impliqué dans le ferroviaire en Afrique. C'est même sûrement le premier opérateur privé de concessions sur l'Afrique, avec 3 concessions rail. D'accord. Donc le ferroviaire s'applique avec là aussi une convention internationale qui est très appliquée, mais en Afrique pour l'instant c'est marginal parce que c'est seulement l'Afrique du Nord. Transport aérien, il y a du fret aérien qui doit être développé, fortement développé, c'est-à-dire que tous les pays africains qui se développent sur le plan économique depuis des années ont décidé également, indépendamment de ceux qui ont déjà une partie mer avec des ports sur lesquels il y a des forts investissements avec des acteurs privés, il y a aussi une volonté politique de plus en plus de développer des nouvelles infrastructures modernes aériennes, avec des aéroports aux normes pour recevoir du gros fret aérien, parce que c'est non seulement pour recevoir de l'extérieur, mais aussi pour communiquer en économie entre les différents pays africains. Donc il y a des règles avec une convention internationale de Varsovie et de Montréal. Et là, je vais arrêter parce que c'est très technique, mais seulement pour vous dire aussi que le référencement juridique, c'est les conventions internationales, c'est-à-dire que les acteurs internationaux ne sautent pas sans filet dans l'univers africain, comme n'importe où ailleurs dans le monde. Il y a donc des règles juridiques qui viennent sécuriser les opérations, que ça se passe bien ou que ça se passe mal. Et les pays africains sont attentifs à ça parce qu'ils ont besoin aussi d'être sur le scope économique international, et que des pays ont fait aussi des conventions pour pouvoir réglementer leurs échanges entre eux. Et là, je fais une liste entre eux, c'est plutôt des réglementations d'Afrique centrale, mais il y a aussi des réglementations Cameroun-Tchad. Merci Romain Carayol. Est-ce qu'il y a une réaction dans le public ou une question? Pas de question? Si, monsieur? Lorsque vous précisez un contrat, il y a une clause sur laquelle il est parfois difficile de trouver un accord, c'est le tribunal compétent. Ce serait intéressant de souligner dans le cadre de ces projets, qu'est-ce que Bolloré préconise sur le tribunal compétent? Ça, je ne saurais pas me prononcer pour nos projets actuels. Ce que je sais d'une vie passée, c'est qu'on cherche généralement à trouver des tribunaux compétents, dans des zones neutres, c'est-à-dire une zone qui ne soit pas favorable à l'une ou l'autre des parties, et à un endroit où on sait que les compétences juridiques de l'endroit sont suffisantes pour amener un traitement compétent et neutre du sujet. Mais bon, je pense que notre avocat aura certainement un meilleur point de vue que le mien, mais voilà, c'est un point de vue pratique issu du passé. Oui, en quelques mots d'abord, c'est pour ça que je me tourne quand vous posez la question qu'est-ce que Bolloré, donc Christophe, je précise s'il y avait une ambiguïté que je ne suis pas avocat de Bolloré.
Hein, je ne suis pas en train de développer une politique juridique au nom du groupe Bolloré, parce que ce n'est pas du tout mon approche. Je suis un avocat de droit des transports. Je ne travaille pas avec le groupe Bolloré. Donc je n'ai pas une réponse à apporter par rapport à une politique juridique, voilà, qui a été apportée en partie. Ce que je peux voir, moi, c'est le scope de la jurisprudence, qui est un énorme sujet, la clause attributive de juridiction, un énorme sujet. Puisque généralement les acteurs internationaux cherchent à mettre des clauses attributives de compétences en fonction de leur pays d'origine. Ça veut dire qu'un acteur, alors Bolloré, je ne sais pas, pour le coup, je ne sais pas que je veux faire la langue de bois ou que je veux cacher quelque chose, je n'en sais rien pour Bolloré. Pour des acteurs que vous connaissez tous, CMA, CGM, par exemple, cherchent l'attribution des clauses de compétences soit sur le tribunal de commerce de Marseille, soit sur le tribunal de commerce de Paris. Donc c'est-à-dire juridiction française. D'autres acteurs du monde qui sont Pays-Bas ou Allemagne cherchent à aller vers la juridiction naturelle, selon eux, c'est-à-dire leur pays d'origine. Mais, et comme le temps est imparti, ces clauses attributives de compétences qui sont sur les contrats et qui font partie de la négociation, un des points les plus saillants de la négociation à chaque fois, apparaissent aussi sur ce qu'on appelle les connaissements, mais vous connaissez parfaitement ça sur le transport maritime, et font l'objet de contestations fortes aussi devant les juridictions. C'est-à-dire que même en présence de clauses attributives de compétences, on vient dire, mais attends, non, moi on me dit que ça sera au tribunal de commerce de Paris, mais moi je suis d'origine du Sénégal, je suis d'origine de la Côte d'Ivoire, la marchandise était livrée là, moi je ne veux pas aller au tribunal de commerce, moi je veux aller dans mon pays naturel, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Et il y a une jurisprudence, parce que j'ai potassé la question pour l'occasion, il y a des jurisprudences qui sont très claires, où, par exemple, un pays comme la Côte d'Ivoire, avec une jurisprudence de la Cour suprême de Côte d'Ivoire, qui systématiquement, enfin en tout cas ce que j'ai vu, j'ai vu 4 arrêts, remet en cause des clauses attributives de compétences, qui attribuent la compétence à une juridiction que je qualifierais d'étrangère par rapport à son point de vue, et qui rend compétente la juridiction en Côte d'Ivoire. Merci Romain Carayol. Autre question, une dernière peut-être? Non, toujours pas. Alors moi j'ai juste envie de poser la question peut-être toute simple et toute bête. Romain, vous avez parlé de grandes conventions internationales, supranationales, etc. Mais dans la réalité, quand on traverse un pays, est-ce que ce ne sont pas les règles locales qui s'appliquent? S'il n'y a pas de contrat écrit, c'est pour ça que je me permets un chouï d'insister sur ce point, c'est-à-dire que les conventions internationales, même les conventions locales, ne doivent pas empêcher le contrat écrit. En tout état de cause, la liberté contractuelle prime, quels que soient les pays. D'accord. Et oui, après, il y a les dispositions locales, et il y a forcément parfois un conflit de loi, mais s'il n'y a pas de contrat qui dit « j'applique telle loi », et c'est le droit applicable, ça s'appelle les clauses Paramount que devez connaître pour ceux qui regardent un peu sous cet angle-là les contrats. Les clauses Paramount, c'est justement de décider du droit applicable. Donc les réglementations internationales s'appliquent dès lors qu'un régime national ne vient pas préciser le point propre à la difficulté que rencontrent les acteurs. Mais il peut y avoir une confrontation juridique en effet, et c'est le juge qui va trancher. Alors quel juge ? Eh bien, le juge, ça va être une réponse du berger à la bergère. Le juge qui sera saisi, c'est-à-dire que ce sera hyper précis comme réponse. Donc, généralement, c'est les juges locaux, ou si la clause attributive est appliquée, c'est le juge du pays désigné par la clause attributive. Et s'il y a une contestation par rapport à l'application du droit, ça sera ce juge-là qui, en vertu de conventions internationales qui viennent régir le droit applicable et les conventions sur les juridictions, viendra trancher. Donc là, je ne peux pas dire davantage. D'accord, merci. Alors, Christophe, sur tout l'aspect opérationnel, vous avez à rajouter quelque chose sur comment mener à bien, c'est ça, un projet industriel complexe en Afrique? Ouais. Déjà être, on va dire, convenablement outillé en termes d'outils et méthodes, c'est-à-dire savoir comment on va s'y prendre, c'est très important. Et ensuite, travailler, on va dire, de concert avec les différentes parties prenantes, chacun dans sa spécialité,
Tout ça en étant bien au service du donneur d'ordre, parce qu'au final, on a peu parlé de cela. Mais il est très important de pouvoir, d'ailleurs le donneur d'ordre de ce type de projet, je dirais le client au final intéressé à la réalisation du projet, eh bien, il faut pouvoir l'informer régulièrement de l'état d'avancement du projet, lui amener les indicateurs nécessaires pour leur prouver que la performance est bien au rendez-vous, éventuellement les informer de difficultés rencontrées. Voilà, ça c'est très important de pouvoir avoir cette transparence avec toutes les parties prenantes, mais vraiment en étant bien au service du donneur d'ordre. Hein. Et nous, en tant que prestataire de service, on est tout à fait dans cette démarche, agir en transparence et avec une grande précision dans la remontée d'informations. D'accord. Alors, en tant que pilote aussi d'un projet aussi important que ça, est-ce que vous avez une cascade de sous-traitants et si oui, comment vous les gérez ? Oui, alors effectivement, c'est tout à fait le cas. Hein. On le voit pour le transport routier, on va utiliser beaucoup de sous-traitants. Les sous-traitants, comment les gérer? Alors c'est une vraie question parce qu'on ne sait pas toujours dans les différents pays dans lesquels on opère, si les sous-traitants vont être de bonne qualité. Et d'ailleurs, pour vous donner un exemple, en Angola notamment, la crise pétrolière, si vous voulez, a engendré une grande saignée dans la qualité du matériel de transport routier destiné à l'oil and gas. Forcément, parce que il y a eu une crise assez forte, et donc du coup, il y a certains camionneurs qui ont rencontré de grandes difficultés parce qu'ils n'avaient plus de contrat. Et puis là, dans les derniers mois, lorsque le pétrole a tout d'un coup rebondi, on s'est mis en quête donc de ces transporteurs routiers aux normes, et puis il était difficile d'en trouver. Donc on voit bien la nécessité d'une croissance stable, durable, pour justement entraîner derrière toute une filière logistique de gros opérateurs et de sous-traitants. Et évidemment, ça se fait avec certaines vagues. Et maintenant, après, derrière, la réponse est assez simple. Soit, on va dire, les sous-traitants ont les matériels requis et les compétences requises, et on va les utiliser, on va dire, en leur apportant, nous, nos outils et méthodes, en leur disant, merci de respecter ce cahier des charges, nous sommes votre donneur d'ordre, merci de respecter cela. Ou alors, ce ne sera pas le cas et on va devoir les former leurs équipes. On forme beaucoup de chauffeurs à des techniques de defensive driving, des choses comme ça dans beaucoup de pays. On a même des centres spécialisés de formation. Puis je passe aussi sur nos centres de formation aux métiers portuaires que nous avons à Abidjan et même un peu au Sénégal et qui sont pour nous des vitrines. Hein. Ce sont des centres vraiment qui forment un grand nombre de personnel tous les ans. Donc voilà, on forme les équipes pour qu'elles soient donc, à nos standards de fonctionnement. Et puis en termes de matériel, de toute façon, le donneur d'ordre a un poids très grand sur ça parce qu'il va exiger qu'on utilise un certain type de matériel. Soit il est disponible, auquel cas on fait un assessment. Très important d'assesser la qualité des matériels avec des checklists. Voilà, on vérifie, puis après on reporte au donneur d'ordre. Voilà, le matériel a telle caractéristique. Il serait nécessaire de le revoir pour qu'il soit parfaitement en ligne avec le projet. Donc on organise cette espèce de contrôle technique. Bon, voilà. Donc soit on peut faire ça parce que le matériel est aux normes. Il suffit juste de faire une vérification. Soit il ne l'est pas, il ne répond pas aux standards. Et là, il faut en trouver. Et si jamais c'est pas disponible, il faut importer, acheter, enfin en tout cas se procurer ces matériels. Et donc là, il y a aussi un arbitrage, un consensus qui va se faire avec le donneur d'ordre sur quel matériel on utilise. D'accord. Alors moi, ce que je parlais, c'est cascade de sous-traitants, c'est-à-dire est-ce que vous avez un contrôle ou une visibilité sur le sous-traitant de rang 1, 2, 3 Pour ce type de projet, il n'y a pas de cascade. On essaie de limiter la cascade au maximum et de toute façon, quand il y a une cascade, de toute façon, le filtrage, l'évaluation des capacités, elles vont se faire sur les vrais opérateurs, donc au niveau du camion, du chauffeur. Donc voilà, donc après derrière, c'est certain qu'on essaye de limiter la cascade parce qu'elle engendre de la difficulté de communication, du flou du mou dans le manche, si je puis dire. Donc on essaie de limiter ça, mais après derrière, ce qui nous permet d'être à peu près sûr de notre coût, c'est les évaluations qu'on va faire sur le matériel lui-même et puis sur les chauffeurs. D'accord. Romain, un dernier mot peut-être sur justement cascade. La cascade, parce que donc là effectivement Bolloré fait le choix judicieux d'ailleurs de ne pas avoir 50 sous-traitants.
Mais s'il y a un sous-traitant de rang 1, 2, 3 défaillant, qu'est-ce qui se passe juridiquement? Comment ça se passe? Dans l'hypothèse que vous posez, la réponse c'est Bolloré. Parce que c'est très intéressant d'ailleurs le discours en miroir, c'est-à-dire que là j'ai l'opérationnel qui donne une vision managériale, de méthode, de relations humaines, et moi j'ai la traduction dans mon cerveau contractuelle et responsabilité immédiate. Donc par exemple sur la cascade, tout est prévu dans le contrat normalement. Le contrat du leader contractuel qui est le commissionnaire de transport et le commissionnaire en douane, toutes ces hypothèses doivent être prévues. Alors là, nous sommes sur le territoire africain dans la projection que nous faisons aujourd'hui face à vous. Mais les réglementations sur la sous-traitance sont très précises en France, par exemple. On ne peut pas multiplier la sous-traitance, en tout cas de manière aveugle. Il faut que celui qui est le leader de l'opération ait un visuel très précis du recours aux sous-traitants. C'est-à-dire un visuel très précis, c'est pas seulement de dire à chacun, à son interlocuteur, il faut que je sache exactement précisément si vous faites recours à un sous-traitant. Il doit aller jusqu'à une démarche proactive pour vérifier la réalité du recours à la sous-traitance et demander des informations parce qu'en tout état de cause, le commissionnaire, le leader de l'opération, donc là en l'occurrence, c'est lui qui sera responsable en tout état de cause. D'accord. Merci. Peut-être dernière réaction, dernière question. Oui, monsieur. Oui, un point qu'on n'a pas abordé, c'est la langue du contrat. J'ai vu que c'était quelque part dans vos slides. Ça peut être l'occasion de rappeler que l'anglais est admis pour les tribunaux français et peut-être que vous avez une recommandation quant à faire ou pas des contrats bilingues. Personnellement, je ne suis pas trop pour. Alors, je vous explique pourquoi j'ai mis cette slide sur une langue commune. C'est que, alors, évidemment, dans les contrats internationaux, la langue commune, s'il y a des interlocuteurs qui sont autour d'une table symbolique pour faire le contrat, sont anglophones et francophones, généralement, évidemment, c'est l'anglais qui va primer pour la langue de travail, la langue de rédaction. Ce sur quoi je voulais dire, c'est qu'il faut une... Alors oui, vous avez raison, les juridictions françaises acceptent maintenant les documents en anglais, mais on peut poser aussi l'obligation de les voir traduire par un traducteur agréé officiel. C'est quand même un sujet aujourd'hui. Et on ne peut pas venir plaider en France devant une juridiction en anglais. Et les jugements sont rendus en français. Là, ce que je voulais dire, c'est que j'ai eu un dossier dans lequel on m'a demandé d'intervenir sur le management juridique et ensuite la suite d'un contrat. Ce contrat a été signé entre des acteurs français et de très belles signatures en France de la logistique et c'était que des Français autour de la table. Ils baragouinaient l'anglais, un anglais de travail, hein, c'est pas de condescendance ce que je suis en train de dire. Et ils avaient, parce que l'opération logistique est une opération internationale de France, Italie, jusqu'en Amérique du Sud, ils avaient voulu absolument rédiger le contrat en anglais, dans un anglais approximatif, où ils faisaient des anglicismes approximatifs, et parce qu'ils traduisaient leur cerveau, qui était en échange entre eux français, ils le traduisaient en anglais. Et ça a fait des problématiques d'interprétation derrière. Parce qu'on revenait en sens arrière pour dire, bon, alors qu'est-ce que vous vouliez dire exactement? Ben, c'est simple. Donc c'est pour ça que je dis une langue commune à tous les signataires. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se comprenne quand on fait un contrat ensemble, quand on fait une opération. Il faut savoir quels sont nos besoins et où on va ensemble et comment on traduit concrètement dans l'acte. Et donc, une langue commune, pas forcément le français. Merci Romain Caraïol, merci messieurs. Je crois qu'on arrive au terme de cette conférence. Ah, il y avait une dernière petite question, on va quand même la donner à cette jeune femme. Bonjour, ce serait pour monsieur le juriste. Une question très basique, vous avez parlé de l'OADA, la convention qui régissait le transport routier notamment et autres d'ailleurs sur 17 pays africains. Ça, c'est une réglementation franco. Est-ce qu'il y aurait un peu un équivalent, ou anglo également? Les pays anglophones, est-ce qu'il existe une convention de type OADA, un équivalent?
Non, c'est les pays, c'est ouvert à tous les pays africains. Il n'y en a que 17 qui ont adhéré pour l'instant, mais c'est toujours en évolution. Il y a d'autres pays qui adhèrent et les textes sont traduits. Enfin, c'est comme pour les textes juridiques de la communauté européenne, enfin de l'Union européenne. Ils sont en français et en anglais. Ce sont deux langues de travail, mais ils sont aujourd'hui privilégiés en français, compte tenu de la majeure partie des pays africains adhérents qui sont francophones. Ça répond à votre question? Oui ou non? Oui. En fait, je pensais plutôt à quelque chose de... Enfin, après, il faudrait que je vois quels sont les pays sous l'OHADA. Moi, je voulais savoir s'il existait quelque chose... Enfin, l'Afrique du Sud, par exemple. Est-ce qu'il y a une convention internationale, supranationale? Rapidement, Romain. Non. Ok, merci. Là, c'est vraiment le terme de cette conférence. Merci beaucoup d'y avoir assisté, d'y avoir participé. Et on espère qu'on a répondu à certains de vos problématiques. Merci encore. Merci.